Bonjour Christine Petre et bonjour Olivier Ségard. Merci d'avoir accepté l'invitation, y compris à distance. Comme l'avait dit Véronique Mel auparavant, on innove à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment la journée de l'innovation, donc faisons fort. Christine Petre, pour vous présenter brièvement, vous êtes professeure agrégée des universités en sciences de gestion et de management à l'IAE de l'UBS à Vannes. Vous êtes chercheuse au laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest, que l'on va abréger LEGO pour plus de simplicité, un laboratoire multisite et multi-établissement, dont vous êtes la directrice sur Vannes. Dont j'ai été. Donc vous avez été, excusez-moi, la directrice sur Vannes. Il y a eu Yolande Piris ensuite, et maintenant nous avons Nadine Delapallière depuis janvier. Très bien. Vous avez l'habitude de prendre part à des projets régionaux, nationaux et européens, et vous avez notamment participé à la co-création et à la co-animation scientifique du groupement d'intérêt thématique des chercheurs en marketing de l'AFM, intitulé Innovation et marketing, de la culture et du tourisme. Vous encadrez aussi des thèses en marketing et vous êtes responsable scientifique de projets de recherche liés à l'impact de la transformation numérique sur les usages et les représentants des individus. Vous dirigez des recherches sur le comportement du consommateur dans le contexte des innovations et des usages numériques. Vos thématiques de recherche sont axées entre autres sur les pratiques culturelles et les consommations touristiques. Olivier Ségard, vous êtes professeur associé en marketing à l'Institut Mines Télécom Business School. Vous avez été directeur du département management, marketing et stratégie de la même institution. Vous êtes affilié au laboratoire de recherche LITEM ainsi que membre de l'Association française de marketing. Vous participez à des congrès mondiaux et nationaux, mais vous vous adressez aussi à des publics étudiants. Vos thématiques de recherche portent sur l'adoption et l'usage des innovations digitales et plus spécifiquement sur les thématiques des données sur la vie privée, de la communication digitale, du marketing RH et des méthodes pédagogiques. Nous sommes ici pour échanger avec tous les deux autour de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, qui s'intitule, elle ira pas plus bas, Le droit à la vie privée, l'urgence de l'hygiène numérique. Celui-ci s'articule en 3 parties. Les droits à la vie privée et à la protection des données, puis les enjeux sociétaux et de la protection des données personnelles, et enfin, un focus est effectué sur les organisations face aux données personnelles, composé de 22 chapitres et avec des autrices et auteurs qui signent plusieurs textes. Donc vous voilà maintenant connus de toutes et de tous, Christine Petre et Olivier Ségard, et nous allons pouvoir désormais parler de votre ouvrage. Et pour commencer, pouvez-vous nous dire comment est née l'idée de publier sur la question de l'hygiène numérique et qu'est-ce que l'hygiène numérique ? Alors, ça me permet de faire une présentation sur, on va dire, l'historique, donc la genèse de l'ouvrage. Alors, pour vous situer, en 2018, peut-être que cette année-là vous rappelle quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données. Et c'était annoncé pour le 25 mai 2018. Et à partir de là, c'est questionné dans le cadre de l'Assemblée générale de notre laboratoire du LEGO, un questionnement sur quelles seraient les prochaines perspectives de recherche que l'on pouvait avoir. Et en discutant de cela avec des collègues à ce moment-là, à notre assemblée de laboratoire, je dis que, à mon avis, ce règlement va tout bousculer et forcément amener les consommateurs, les citoyens, les usagers à prendre conscience qu'il y avait cette idée de protection des données personnelles, c'est-à-dire protection, si on fait un raccourci, de la vie privée, de ce qui est à moi et de ce qui semble être mis en œuvre au niveau européen pour être protégé. Donc si ça doit être protégé, c'est que c'est mis en danger. À partir de là, il était nécessaire et intéressant de voir comment les consommateurs, les usagers, les citoyens, je continue avec ces 3 termes, désolée, je suis en marketing, donc forcément mon premier mot-clé, c'est consommateur, mais on est bien généralisé sur usagers du territoire, usagers du numérique, et puis les citoyens de manière plus générale. Et donc on est parti sur l'idée de travailler sur ce questionnement, qu'est-ce que ça pouvait impacter, et cette notion de vie privée à protéger, de données qui nous concernent, qui sont mes données personnelles, ça n'a pas de sens légal en fait, mais on le dit tous, mes données personnelles. Et donc on est parti là-dessus et on a déposé, j'ai monté un consortium et on a déposé un projet à la Maison des sciences de l'homme et de Bretagne, un projet de recherche qui s'appelait Sensible Data, donc la sensibilisation, la sensibilité aux données personnelles et aux actions qui peuvent en être faites par les organisations, par des acteurs plus ou moins criminels,
et puis par tout le monde, le citoyen. Les données sont disponibles, vous pouvez googliser vos collègues, vous pouvez googliser vos amis, vous pouvez faire plein de choses là-dessus. Et on a monté un consortium qui a été l'occasion, donc la Maison des sciences de l'homme, je pense que vous le savez, a une vocation vraiment de permettre à toutes les sciences humaines, mais aussi techniques, de collaborer et de travailler ensemble dès lors qu'il est question de l'homme, de l'humain et de ses interrogations. Donc on a monté un projet en 2018 qui a été labellisé Maison des sciences de l'homme, qui était sur ces thématiques-là, qui dès le départ avait cette ambition d'avoir un regard centré sur la notion de la data privacy, des données personnelles, mais avec des regards différents. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, marketeur ou spécialiste en comportement du consommateur, qui devait m'interroger seulement sur le sujet. C'était laissons aussi la parole à des juristes, parce que c'était évident, un règlement européen, blablabla, donc des juristes, c'était normal, mais laissons aussi la parole à des sociologues, à des spécialistes de l'information et de la communication, alors ce que nous on va appeler des informaticiens, des techniciens de l'informatique, et puis toutes les sciences, toute la diversité des disciplines que l'on a mobilisées. Donc on a travaillé sur ce projet avec des regards différents pendant plusieurs années, puisqu'il y a eu le Covid qui nous a fait aussi avoir la chance de pouvoir travailler plus longtemps sur le sujet, et puis il était particulièrement remis à niveau. Et quand le projet s'est terminé, on s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas en faire bénéficier de manière un petit peu plus globale, dans une logique de vulgarisation et de diffusion des conclusions. Et donc on a proposé au PUR, aux presses universitaires de Rennes, le projet donc cet ouvrage qui reprend une partie des thématiques et des travaux qui ont été menés par les différents collègues. Et en faisant ce travail-là, ça a aussi été l'occasion de brasser d'autres spécialistes, d'autres experts qui ont souhaité aussi collaborer avec le projet. Donc voilà une longue introduction, mais voilà comment est né ce projet-là. Et pour situer avec Olivier Segard, c'est un vieux compagnon de travail, puisque nous sommes rencontrés il y a bien longtemps quand on a avec le GIS Marsouin, donc le groupement d'intérêt scientifique Marsouin, donc c'est tout ce qui est étude des usages du numérique et qui est, soyons très fiers en tant que Breton, qui a été étendu au pays de la Loire et puis qui est un peu revenu Bretagne, mais en tout cas c'est le Grand Ouest et c'est un acteur très reconnu au niveau de la région sur ces thématiques-là des usages du numérique, de comment ça interpelle la société. Merci. Vous avez évoqué le fait que plusieurs disciplines ont travaillé pour ce projet, le droit, la sociologie, le marketing, etc. Est-ce que ces disciplines travaillent-elles habituellement ensemble ou est-ce que c'est quelque chose d'assez innovant ? Alors, c'est l'éternel problème, c'est-à-dire que en tant qu'enseignants-chercheurs, notre problématique, elle est de progresser par rapport à notre discipline et d'essayer d'être contributifs dans nos disciplines. Donc on a tendance à être un peu chacun dans nos précarés. Et pourtant, le pluridisciplinaire est extrêmement soutenu. Il est très porté. On nous accompagne, on nous dit « faites du pluridisciplinaire ». Mais c'est là où il y a une certaine ambivalence en tant qu'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que quand on pense à sa carrière, à ses avancées, à la possibilité de contribuer au niveau scientifique, on va en fait peut nous féliciter de ces actions-là. C'est-à-dire que cette démarche du transdisciplinaire, c'est quand on a une envie d'être plus contributif au niveau sociétal. Donc, je ne sais pas si je suis claire, ce que je veux dire, c'est qu'on nous pousse beaucoup à faire du pluridisciplinaire. C'est pas si novateur que ça, puisque ça fait bien longtemps que les collègues travaillent dans les disciplines les uns avec les autres. Mais en même temps, quand on a nos évaluations, parce qu'on est évalué au niveau de nos productions scientifiques, ce qui est transdisciplinaire, ce qui est publié dans un journal qui n'est pas un journal de marketing académique, ce ne sera pas forcément considéré par mon institution, dans les classements, etc. Donc c'est cette difficulté, ou en tout cas, on est dans cette position-là. Ce qui veut dire que quand on se lance dans ce genre de projet, et tous les collègues qui ont adhéré l'ont fait de la même logique, c'est parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur notre souhait d'avoir un rôle social, une utilité sociétale et de contribuer à ces questionnements-là. Et donc c'est dans cette logique-là que moi je trouve que les travaux souvent les plus intéressants, stimulants intellectuellement,
sont ceux qui, et puis où on se sent le plus utile, c'est quand on a justement cette possibilité de travailler avec des collègues d'autres disciplines, mais c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé en termes de carrière académique. C'est une question que nous avions déjà posée lors d'une précédente édition du Café des Purs l'an passé, mais les étudiants et étudiantes présents aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes. Christine Pêtre, pourquoi ce choix d'une codirection ? Et comment se passe une codirection d'ouvrage ? Est-ce qu'il y a une répartition du travail entre les codirecteurs ? Et aussi, vous en avez un petit peu parlé, est-ce que du coup les chercheurs et chercheuses de l'ouvrage sont forcément les mêmes aussi du projet de recherche de base de Sensible Data ? Alors, donc, je vais répondre d'abord à la deuxième question qui est est-ce que ce sont les mêmes ? Donc oui, il y a, on va dire, les forces vives qui sont là. Et puis, on a eu ces compléments de collègues qui, sachant qu'on était en train de travailler là-dessus, ont souhaité contribuer à ce travail en apportant des compétences que justement on n'avait pas dans notre équipe au départ. Donc, c'était vraiment pertinent. Donc là, c'était l'idée. Maintenant, pour l'idée de la codirection, je crois que on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu, Olivier, parce qu'on on a eu l'occasion de présenter notre travail à la Fondation nationale de l'enseignement pour la gestion et l'économie. Et à cette occasion-là, donc on s'est retrouvés sur Paris en décembre et on a rediscuté de tout le bénéfice qu'on avait eu à travailler ensemble. Je te laisse peut-être prendre la parole sur comment on se complète bien. Oui, non, je pense que il y a un petit peu d'écho, pardon, quand je parle. Bon. Un point important, en tout cas, est de pouvoir assurer la régularité du projet. Donc, c'est des projets qui sont long cours, qui durent plusieurs années, parce qu'il y a tout un temps d'élaboration de la ligne directrice de l'ouvrage, faite en coopération avec les collègues. Et ensuite, on doit attendre que la production scientifique se fasse, interagir avec les auteurs. Donc, il y a pas mal d'étapes qui se font. Je dirais que le plus important, c'est d'assurer une régularité. Et en fonction évidemment de nos compétences respectives, c'est-à-dire qu'à un moment, si un d'entre nous, je dirais, est très pris professionnellement, l'autre prend le relais et vice-versa, effectivement. Donc c'est important qu'on ait un retour des purs sur l'ouvrage, d'être très réactif par rapport aux modifications qui sont demandées et de retourner l'ouvrage dans les temps, parce qu'on prend un engagement de retour, une date, et on fait en sorte effectivement je dirais de s'organiser de cette façon. Je dirais que c'est une complémentarité, en résumé, très productive. Voilà. Parce que pour ajouter, peut-être que vous évaluiez le temps de travail que ça représente, c'est que donc d'abord il y a eu les travaux de recherche, mais ensuite il a fallu qu'on détermine, comme l'a dit Olivier, la ligne directrice, qu'on lise les premières productions de nos collègues, qu'on conseille des réorientations ou des précisions parce que ça nous semblait partir peut-être justement dans une vision trop intradisciplinaire ou peut-être parfois trop jargonnante, parce que c'était vraiment pas l'ambition. On voulait que ça puisse être compris et lu par tout le monde. Donc on a eu des relectures, puis des allers-retours avec chacun des auteurs. Alors on s'est un peu réparti des auteurs, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où Olivier n'avait plus le temps pour telle chose, donc c'est moi qui ai repris un autre auteur à relire, donc c'était bien. Et ce qui fait qu'on a eu quand même pas mal de temps d'aller-retour avec les auteurs, de bien tenir, et comme tu disais, de tenir les échéances vis-à-vis des purs, parce qu'on s'était engagé. Et puis aussi vis-à-vis de nos collègues, de leur dire confiance, ça avance, c'est en évaluation, ne lâchez pas, ça va venir, etc. C'est vraiment de tenir de pouvoir être présent. C'est-à-dire que je pense que c'est comme si on avait été une mini entreprise, c'est-à-dire qu'il y avait toujours en interface auteur ou en interface pure, il y avait toujours quelqu'un qui était capable de répondre et de réagir. Et donc, et puis c'était aussi franchement, le fait de travailler à deux, c'est aussi confortable, parce que on a des moments où on se dit on va pas y arriver, c'est trop dur. Et puis justement, l'autre remonte le moral de l'autre, etc. Et puis j'avais eu une dernière idée. Puis en plus, on est vraiment très complémentaires en termes de mode de travail, et donc ça, c'est une bonne chose. Oui, ce que je voulais éventuellement dire, c'est que quand on est tout seul à écrire son ouvrage, c'est aussi très confortable parce qu'on avance au rythme que l'on veut. Mais donc voilà, il y a aussi c'était vraiment très fructueux, très utile. Et puis
Et puis ça fait qu'on se sent beaucoup plus fort. J'ai l'impression dans les contributions, il me semble qu'on a été plus avisé que si par exemple j'avais été toute seule ou si Olivier a été tout seul. Merci. Oui, juste un petit complément, surtout qu'on est sur un sujet qui est nouveau sans l'être, hein. C'est-à-dire que l'hygiène numérique, hein, qui est le concept adopté comme ligne directrice pour cet ouvrage, est ancien, mais on le retrouve beaucoup en informatique, en système d'information, en sécurité des systèmes d'information. Donc cet ouvrage l'aborde plus généralement, donc en l'ouvrant en sciences humaines et sociales. Ce qui est nouveau, hein, c'est à notre connaissance le seul ouvrage qui a cette approche. Donc, ce qui a nécessité pas mal de discussions pour se dire effectivement dans quel, comment dire, est-ce que tel sujet on rentre ou pas dans le cadre de ce livre, et cetera, et cetera. Donc, on est sur un objet en fait qui est, je vais pas dire mal défini, mais qui est mouvant, hein, qui se construit au fur et à mesure, donc qui induit. Il y a souvent plein de sujets qu'on aurait pu intégrer je dirais dans l'ouvrage, hein, mais donc ça se construit, voilà, au fur et à mesure. Merci. Et en quelques mots, c'est une question quelque peu traditionnelle chez nous. Pourquoi avoir choisi les Purs comme maison d'édition? Parce qu'on est breton, parce que les Purs c'est à Rennes, parce que c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un label scientifique. Donc évidemment, ça a ce positionnement qui a cette vocation, qui me semble très valorisant en termes académiques. Alors certes, on n'aura peut-être pas la chance d'avoir une visibilité comme on l'aurait si on était chez un grand éditeur qui fait beaucoup de manuels, mais il y a cette étiquette, hein, cette validation scientifique parce qu'on a été relu, hein, évidemment, l'ouvrage a été évalué, a été avec des suggestions d'amélioration que l'on a prises en compte, qui nous a permis aussi de réintégrer un complément d'auteur avec un auteur complémentaire pour aller vers un élément qui était manquant. Donc cette validation scientifique était très importante pour nous. Nous allons à présent entrer plus dans la matière avec des questions générales en lien avec la vulnérabilité des données. Alors, nos questions vont vous paraître peut-être un peu globales, mais comme il s'agit d'un sujet plutôt précis, nous nous adressons peut-être à un public non averti. Nous essayons de rester le plus accessible possible. Il existe plusieurs normes concernant la protection des données. En France, on parle surtout du Règlement général sur la protection des données, plus connu sous son acronyme RGPD. Et qu'est-ce que ce fameux RGPD et est-ce qu'il diffère des autres normes qui peuvent exister? Alors, là, on tombe dans le sujet, on va dire dans les chapitres eux-mêmes avec des appels à des compétences spécifiques. Ce qui fait que là, je vous renverrai sur les 2 chapitres qui correspondent, c'est-à-dire qu'on a un chapitre de Julien Rossier qui reprend les 50 ans d'histoire de la réglementation sur la vie privée, sur la protection des données personnelles, sur la protection de la vie privée, qui au départ s'entend pas forcément sur l'internet, sur le numérique, on est bien d'accord. Au départ, c'est la vie privée, c'est de manière beaucoup plus générale. Et revenez sur votre question, donc ça c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre qui est intéressant, c'est plus côté entreprise avec Romain Gola, qui explique à quel point le RGPD c'est une opportunité pour les entreprises françaises finalement de créer de la transparence, c'est-à-dire d'aller au-delà de simplement ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire se conformer à la réglementation. Se conformer à la réglementation, c'est finalement très peu proactif pour une entreprise. Aller au-delà de la réglementation, annoncer que l'on protège les données de ses consommateurs, par exemple, c'est une manière de se valoriser. Donc il explique à quel point, justement, ces logiques de transparence, en tout cas d'exploitation de la réglementation par les entreprises, ça peut être une des manières de gagner, en fait, de la confiance vis-à-vis de ces consommateurs. Peut-être que vous vous rappelez de certaines publicités de Apple qui va essayer où il y a justement un petit peu après le RGPD, la mise en place en France, enfin en Europe de manière plus générale, de dire que attention, avec Apple, on enferme bien les données personnelles et qu'elles ne sortiront pas, et ça devient des arguments de vente pour pouvoir dire que justement protéger les données c'est un enjeu, on sait tous que nous faisons voler nos données, des données qui nous concernent. Il y a aussi les données que nous
diffusons sur Internet. Enfin, bon, il y a tout ça. Donc, toujours est-il que c'est un règlement qui est un règlement fondateur, mais il existe, chacun des pays a son réglementation. Nous avons la CNIL chez nous en France, qui continue d'exister, qui a son laboratoire de recherche, le LINC. Mais l'intérêt de ce règlement européen, c'est que ça a permis d'harmoniser sur tout le territoire européen un certain nombre de logiques, de règlements, de normes qui permettent de protéger l'ensemble des citoyens européens. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a posé les bases. Mais c'est encore en continu. Enfin, il y a énormément de lois, de réglementations qui sont encore en cours de constitution. Et là, je suis vraiment pas suffisamment juriste pour les citer. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont en cours, entre autres avec l'intelligence artificielle, c'est de nouveau des travaux. Et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est en tout cas que cette réglementation, elle a été un vrai pavé dans la mare. En tout cas, ça a vraiment permis de mettre en visibilité ces sujets qui existaient au préalable, mais ça les a mis en visibilité. D'ailleurs, nous, on les a tous vus quand on allait sur les sites internet avec d'un seul coup les cookies qu'il fallait accepter. Et donc, peut-être que vous le faites consciencieusement en disant oui, oui, j'accepte tout sans aucune réflexion. Ou au contraire, je vois une tête qui dit non, 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 qui doit se dire non, non, mais moi, il n'en est pas question, je surveille. Et si on m'interdit l'accès, etc. Donc, il y a vraiment, ça a posé les choses et ça a surtout créé une prise de conscience à la fois chez les scientifiques et à la fois chez les citoyens, bien évidemment au niveau des institutions. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par exemple, quand moi je travaille en marketing, donc forcément nos références, c'est l'American Association Marketing, blablabla. Et dans les posts qu'ils envoient régulièrement, parce qu'il y a les scientifiques, mais il y a aussi les marketeurs qui travaillent dans les activités, dans les entreprises. Régulièrement, il y a eu un moment où on voyait comment contourner les réglementations du RGPD pour avoir des informations sur les clients européens. Donc c'était un vrai pour eux, pour les entreprises américaines, ça a été perçu vraiment comme étant quelque chose qui les empêchait de travailler correctement. Puisque si on ne peut plus aller prendre des données comme on veut, faire du profiling comme on veut, etc., ça met des blocages. C'est-à-dire qu'en marketing, on a besoin d'avoir des informations sur les clients, sur les consommateurs, pour pouvoir leur proposer quelque chose qui soit personnalisé, qui soit adapté à leurs besoins. Mais vous avez besoin d'informations. Et si ces informations, d'un seul coup, elles deviennent un petit peu moins faciles d'accès, ça complique les choses. Alors ça exige donc des entreprises de changer certaines postures aussi, etc. Après, on retomberait dans plein de points qui ont été soulignés. Entre autres, c'est Jean-Sébastien Vert qui insiste sur le fait que nous ne sommes pas tous si faciles à manipuler, même si on dit souvent oui, oui, oui pour les cookies, on n'est quand même pas si facile à manipuler. Heureusement, l'humain a conscience, ou en tout cas essaye de se protéger. Je vous enverrai vers l'article, le chapitre de Francesca Mussiani, par exemple, et sa collègue, qui insiste là-dessus, de qui se protège-t-on, comment est-ce qu'on crée des fausses identités, comment, etc. Ces dispositifs sont créés pour faire face à des risques informatiques. Et est-ce qu'il est possible pour vous de nous définir ce concept de risque, éventuellement en nous donnant un exemple qui peut concerner les étudiants et étudiantes ? Ouh, là vous êtes dur avec moi, Olivier, au secours. Alors, le concept de risque, déjà, quand on parle, alors j'aurais pas dit un risque informatique. Alors, parce que vous avez les risques, en fait, je vais me rabattre à ce moment-là sur les gens qui travaillent en cybersécurité. En cybersécurité, il y a Salah Sadou, ici, un professeur à l'université Bretagne Sud, qui dit toujours, je trouve ça très très simple et très clair, cette manière d'expliquer les choses. Il explique qu'en fait, en cybersécurité, il y a 3 problèmes. Il y a les problèmes matériels, il y a les vulnérabilités ou les matériels, la machine qui fonctionne mal, le tuyau sur lequel on peut brancher quelque chose et puis on a accès à toutes les données. Il y a des problèmes logiciels, donc des erreurs ou des défaillances ou des brèches dans un logiciel qui permet d'accéder. Et donc, ce sont tous l'image imaginaire qu'on a des hackers. Vous savez, c'est... Et puis, le troisième vulnérabilité, elle est humaine. C'est-à-dire que nous avons donc le matériel, le logiciel et l'humain. Donc, en fait, où est l'informatique ? L'humain, c'est quand il utilise l'informatique, qu'il
qu'il va peut-être se mettre en risque. La difficulté, donc là en fait je pense que vous avez consulté le chapitre de Giuseppe Berrio et Nicolas Béchet qui sont aussi des collègues de l'Université Bretagne Sud qui sont à Vannes, qui travaillent justement sur les données que l'on met à disposition, parce qu'on poste des choses. Par exemple, le fait que Christine Petre et Olivier Segard font une présentation sur ce sujet, c'est en open source, c'est disponible partout, vous tapez sur Internet, vous le trouvez. Donc il y a toutes ces informations qui sont disponibles, qui en soi, chaque information en soi, en général, n'a pas de valeur et ne vous met pas en danger, ne me met pas en danger. Et c'est que l'accumulation de plusieurs informations collectées qui peuvent, entre autres, commencer à permettre d'avoir une information très très précise sur qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes, etc. Et c'est dans ces situations, c'est la combinaison de ces différentes informations, qui sont des informations qui vous mettent en vulnérabilité, puisqu'on donne des informations sur vous, mais qui peuvent contenir un risque. Alors je vais prendre... Pour juste vous dire, si on prenait un exemple tout bête, je vais faire un niveau qui me concerne d'abord, et après j'essaierai de trouver un exemple étudiant. Puis pendant ce temps-là, Olivier tourne dans ta tête pour trouver une idée d'étudiant. Par exemple, je suis mère de famille, j'ai un enfant. À partir du moment où je suis mère de famille, si on était dans une logique, par exemple, où on essayait de faire on essayait d'agir sur, enfin, on va imaginer un malveillant. J'ai donc un enfant ça peut être un moyen de pression sur moi, puisque j'ai un enfant. Donc je vais être sensible. C'est pas que moi qu'on attaque, on peut attaquer mon enfant ou lui faire le menacer de quelque chose, et à partir de là. Donc c'est une information en soi. Je suis mère de famille. Enfin, tout le monde. Enfin, beaucoup de gens sont pères et mères de famille. Donc il n'y a pas de problème. C'est quelle est l'information que j'ai. Alors on va prendre une situation qui n'est bien sûr absolument pas vraie. Je suis mère de famille, mariée, tout va bien, etc. Mais tiens, en faisant un peu de géolocalisation, on va s'apercevoir qu'à tel moment de la journée, entre 5h et 7h le soir, je vais dans un endroit où il y a un hôtel Formule 1, par exemple. C'est juste de l'information de géolocalisation. Savoir où je suis est une information qui en soi ne vaut rien. Savoir qu'en même temps je suis mariée et qu'a priori je ne devrais pas avoir de raison d'aller dans cet endroit-là, vous pouvez commencer à dire là vous avez des éléments de pression sur la personne. D'accord ? Donc ça c'est un exemple si on était dans cette logique-là. Pour un étudiant, ce qu'on pourrait avoir comme situation, c'est par exemple, on peut imaginer, vous avez bien sûr pas Facebook parce que vous êtes trop jeune, donc vous avez Instagram, peut-être TikTok. TikTok, je connais trop mal, mais Instagram en tout cas. Et puis vous postez des photos. Là, par exemple, certains de vos collègues devraient être là en train d'assister au Café des Purs, mais sont en train de poster une photo d'un super McDo, un burger, qui sont en train de se manger quelque part. Ils sont en train de donner la preuve à leur responsable pédagogique qu'en fait, ils ne sont pas en cours. C'est aussi des informations, quand vous postez des informations pour dire vous êtes en vacances, etc., pour des voleurs, des cambrioleurs, c'est une information très utile. Vous n'êtes pas chez vous. Donc voilà cette idée du risque. Alors je parle vraiment du risque quand il y a des personnes qui sont malveillantes. Pour d'autres situations, c'est plus peut-être avec un profiling plus poussé. Vous êtes étudiant, on arrive dans les périodes d'examen, vous utilisez ChatGPT, mais sur ChatGPT, vous posez plein de questions, comment faire quand on n'a pas révisé ces matières, etc. Et vous donnez de l'information sur votre vulnérabilité, peut-être en termes psychologiques, vous êtes très inquiet. Et à ce moment-là, on peut tout à fait imaginer que quand il y a une utilisation commerciale, on peut à ce moment-là vous pousser un truc de super prof, en 3 heures je vous aide à, et ce genre de situations sont plus en lien avec ce qu'on a l'habitude de voir dans des propositions commerciales. Et je tiens quand même juste à confirmer, rajouter quelque chose, il y a une différence entre les entreprises qui ont une démarche éthique et les entreprises ou des structures qui essayent de faire des arnaques, juste pour qu'on ne mette pas le marketing dans tous les mêmes paquets. Je ne sais pas si Olivier aurait une idée de... Oui, par rapport à ça, simplement, non, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs ouvrages qui vont
traitait cette idée de vulnérabilité dans un cadre, par exemple, d'espionnage, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur une personne qui vont permettre d'avoir comment dire, des angles d'approche, hein, pour, je dirais, collecter des informations. Hein, il y a également deux points que tu indiquais qui me semblent importants. Le premier étant effectivement le cumul d'informations qui permet une authentification de la personne. Ça, c'est un premier point, hein, donc, et le deuxième étant aussi la notion de contextuel, hein, c'est-à-dire qu'une donnée va être sensible en fonction de la personne, l'âge par exemple, on peut penser aux plus jeunes sur les réseaux sociaux, mais aussi en fonction du contexte, hein, le contexte pouvant être le pays de la personne avec laquelle enfin qui ont cerné, ou même le pays de la personne avec laquelle vous échangez, d'accord? Et qui fait que, effectivement, et bien, dans ce cas, peut-être que vous avez, vous aussi, à prendre certaines mesures par rapport, en matière de, je dirais, de communication. Donc ça se diffuse, hein, également au niveau du réseau. Du réseau. C'est-à-dire qu'une donnée personnelle ne l'est pas, ou une donnée sensible, ne l'est pas forcément, je dirais, de facto. C'est un petit peu plus compliqué que cela, voilà. Puisque tu parles de données sensibles, vous savez que les données sensibles sont par exemple les données qui sont relatives à notre physique. Mais pour autant, dès que vous postez une photo de vous, on voit si vous êtes debout, on va voir si vous êtes grand ou petit, on va voir si vous êtes gros ou si vous êtes maigre, on va voir si vous avez les cheveux blonds, les cheveux, etc. Mais ce sont des données qui, légalement, législées par la loi, sont des données sensibles. Les données d'information sur la religion sont des données qui sont des données jugées sensibles. Maintenant, si vous faites une photo du baptême de votre enfant, vous êtes en train de donner cette information. Donc il y a aussi cette idée de la sensibilité ou la vulnérabilité ou la mise en danger potentielle. C'est vraiment dans quel contexte c'est utilisé et par qui. Et peut-être que juste pour compléter un peu, c'est vraiment, il y a par exemple c'est vraiment une histoire de nous serons forcément attaqués, nous serons forcément utilisés, nous sommes forcément observés, analysés. La question étant à quel moment et jusqu'où on accepte d'être suivi, etc. Et peut-être pour compléter, on disait juste Instagram. J'imagine que c'est rare que vous postiez des photos de vous où vous êtes complètement dépressif. C'est pour ça qu'on est dans un monde, en tout cas, l'Instagrammé est un monde un peu merveilleux, où tout est toujours beau, très heureux, parce qu'en fait, il y a aussi une prise de conscience individuelle, et ça, c'était dans le travail qu'on avait fait aussi avec Margot Beauchamp sur les jeunes, les beaucoup plus jeunes que vous, on va dire de 12 à 20 ans, à savoir qu'il y a une conscience des stratégies d'autoprotection, en fait, de savoir ce qu'il ne faut pas dire de soi. Parce qu'on sait qu'il y a des... Voilà. Merci. Là, juste peut-être pour rappeler la différence entre une donnée personnelle et une donnée sensible, hein, parce qu'on parlait des deux. Effectivement, une donnée personnelle, hein, c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. À partir de ce moment-là, on a une donnée personnelle. Une donnée sensible, hein, il y a une nature délicate, hein, qui peut être liée, par exemple, hein, tu prenais l'exemple je dirais de la santé, ou ça peut être ce qui a trait à la religion, ce qui a trait à voilà, d'autres sujets sensibles, voilà. Etc. Merci. Nous aimerions maintenant passer plus spécifiquement à l'article que vous avez écrit, Christine Petre, avec Margot Beauchamp. Ah, ok. Et on aimerait parler de cet article tout d'abord pour vous demander si c'est habituel pour vous de coécrire un article avec quelqu'un. Parce que voilà, c'est une question que notre auditeur peut se poser. Et s'il y a des difficultés particulières dans la co-rédaction d'un article, ou si c'est plutôt fluide, etc. Ah oui, ok. Alors, le travail faire une recherche avec des collègues, c'est-à-dire c'est tout le temps. C'est tout le temps. J'aurais tendance à dire que dans mes travaux, et plus le temps passe, c'est-à-dire plus aussi j'ai des contacts, des relations, des collègues que je connais, etc., plus je travaille en collaboratif. On va dire quand j'étais une jeune maître de conférence, effectivement j'étais plus autonome, ou plutôt seule. Il y a aussi cette idée-là. J'étais sur une thématique, travaillant sur le marketing de la culture, enfin
Le comportement des touristes face à la culture, il n'y avait pas grand monde à travailler sur ces thématiques-là, donc j'étais assez esseulée en France. Mais donc maintenant, on travaille vraiment en collaboratif. Et l'intérêt, c'est comme pour le travail avec Olivier sur l'ouvrage, c'est-à-dire que chacun amène ses compétences, qui peuvent être aussi des expertises. Margot, par exemple, elle connaît très très bien tout ce qui est en lien avec les méthodologies d'entretien en profondeur auprès des jeunes. Et moi, je connaissais plus la problématique donc, de l'usage numérique, même si elle a été aussi dans ce domaine-là. Mais donc, chacun amène son expertise, ses savoir-faire, des méthodologies. On peut être très très bon en quanti, un autre est très très bon en quali. On travaille ensemble, on fait des choses extraordinaires. On peut aussi apprendre de l'autre. Et puis, c'est aussi, ça c'est mon expérience, mon expérience, c'est qu'il vaut mieux trouver des gens avec qui on a envie de travailler que de chercher des compétences spécifiques. Parce que c'est toujours une histoire humaine de faire un travail de recherche. Et il vaut mieux apprécier la personne, parce qu'on arrive toujours à apprendre et à s'adapter, à travailler ensemble, que de chercher une hyper compétence, mais peut-être avec quelqu'un avec qui on n'a pas du tout les mêmes manières de travailler. Dans le sens, quand je dis manière de travailler, c'est par exemple, pour moi, s'il faut, je vais finir à minuit ou 2 heures du matin pour finir le truc parce que c'est dans telle date. Il y en a d'autres qui vont être non. Moi, à 17 heures, je bloque, je ferme, etc. Donc, c'est des manières de travailler qui fait qu'on peut travailler ensemble en se... ça, c'est des relations professionnelles classiques, j'imagine, on a tous. Il y a des fois, on travaille avec des gens avec qui on a un peu plus de mal à travailler. Mais non, c'est toujours, en tout cas pour répondre à votre question, c'est toujours intéressant de travailler à plusieurs, pas trop, parce qu'on est 5, c'est compliqué. Je pense que 2, 3, c'est pas mal. Ça peut être 4, mais pour avoir fait une fois un travail de longue haleine à 5, c'était compliqué parce que on est trop nombreux. Donc ça finit par faire des coups de transaction entre est-ce que machin, tu es d'accord avec ce qui a été écrit, etc. Donc là, c'est compliqué. Il faut dans ces cas-là se répartir avec toi, tu fais telle partie, moi je fais telle autre, et on fait des équipes. Mais donc ce travail, c'est toujours enrichissant. Et puis l'idée, il faut savoir se faire confiance, c'est-à-dire qu'il y a aussi des négociations. Ah, mais non, mais moi j'étais d'accord, je trouvais que c'était ça. Bon, et puis c'est des temps de négociation, mais qui font la richesse aussi de ce qu'on apporte au début. Parce que sinon, on écrit son truc en étant, dès le départ, on a son intuition, même si on cherche, on a quand même une intuition. Et je me rappelle d'une chercheuse canadienne qui disait, quand on veut trouver l'érable dans la forêt, on le trouve. Donc, c'est l'idée que si on a une idée en tête et qu'on est trop focus dessus, on va finir par trouver et à orienter les choses. On manque de discernement. Donc, d'où l'intérêt d'être avec quelqu'un d'autre qui vous bouscule, qui vous challenge, comme on aime bien dire, n'est-ce pas ? Et puis, c'est forcément plus intéressant et on part avec des idées, on essaye de les mettre en commun. Et in fine, on est souvent assez content de ce qu'on a fait. Je rajouterais juste quelque chose, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait féliciter l'intention plus que le succès. Alors je m'explique. Quand on a envie de démarrer, c'est le moment où il faudrait se féliciter de cette envie de démarrer. Parce que quand on a fini, en fait, en général, on est un peu quand même sur les rotules, même si on a fini, etc. Et on n'est plus dans le... dire, allez, on se paye une bouteille de champagne à 2 parce que trop bien, on a réussi à finir. En fait, on ne le fait jamais. Et on devrait le faire en début de projet. Se dire, on travaille ensemble, ouais, on se paye une bouteille de champagne parce qu'on ne le fera pas à la fin. On sera juste content d'avoir terminé. Vous avez donc basé cet article sur des entretiens avec des utilisateurs. Et est-ce qu'il y a des différences sérieuses en fonction du genre, de l'âge ou encore de la catégorie socio-professionnelle des individus interrogés ? Dans ce travail-là, c'est des entretiens, donc on est dans une logique qualitative, donc on ne peut pas généraliser. Donc, en tout cas, ce qu'on a repéré, donc pour vous situer, c'était donc des jeunes entre 12 et 21 ans qui on interrogeait sur leur pratique du numérique, sur leur conscience de est-ce qu'ils se mettaient en danger ou pas. Et on a en tout cas identifié des manières, des histoires de vie qui font que il y a des manières de fonctionner qui sont très différentes. Par exemple, je me rappelle particulièrement de cette jeune fille,
jeune fille, qui expliquait qu'elle ne publiait pas tout et qu'elle avait bien conscience, elle avait conscience qu'elle était regardée quand elle était dans ses recherches, requêtes Google, etc., qu'elle faisait attention à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle choisissait. Donc cette conscience de la surveillance. Et c'était très interpellant et je pense qu'il faudrait faire une étude quantitative pour voir s'il y a des traits liés à la sociologie du type milieu aisé, milieu pas aisé, homme, femme, etc. Mais j'aurais tendance à dire que non. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des grands traits. C'est-à-dire que quand on a la chance d'être dans un milieu un peu favorisé, avec des parents qui ont fait des études, etc., il va y avoir des représentations qui vont faire qu'on va vous alerter en disant « Attention, hein, mais poste pas tout et n'importe quoi sur Internet ». Donc sous-entendu les réseaux sociaux, Instagram, enfin vous avez compris. Mais en même temps, tant qu'on n'aura pas fait une étude quantitative et représentative, on ne pourra pas savoir s'il n'y a pas au contraire d'autres raisons, d'autres consciences du risque et de ses impacts en termes d'image de soi, en termes d'emploi, parce qu'il y a cette idée de l'employabilité. Quand on a 14, 15, 16, 20 ans, 22 et qu'on poste un peu tout et n'importe quoi, on est juste dans le plaisir de ce qu'on vit et de ces communautés adolescentes avec lesquelles on est. Maintenant, quand on va chercher un stage et que par hasard, celui qui vous recrute, il se dit qu'il va quand même vous googliser ou instagramiser ou je sais pas comment, et qu'il trouve que, dis donc, il s'est bien un peu mal celui-là, ce jour-là. Hein. Il y a aussi ça. On parle du droit à l'oubli, ce sont des choses de la réglementation, mais aujourd'hui, c'est pas c'est pas facile, c'est compliqué à gérer. Donc, ma réponse serait, je ne peux pas vous répondre. D'un point de vue scientifique, je n'en ai pas les capacités par rapport au travail qui a été mené, c'était du qualitatif. C'était donc de l'exploration. Et mon sentiment, mais il faudrait donc se confronter à la réalité, c'est qu'il faudrait faire une étude quantitative, mais je ne suis pas sûre que la dimension sociodémographique soit la variable explicative. Elle est peut-être la variable qui met en contexte et qui explique que peut-être à ce moment-là, étant une fille, étant un garçon, on va plus ou moins être conscient du risque, mais pour quelles raisons? Et il faudrait aller un peu plus loin. Voilà, c'est mon intuition, et là, on n'est que sur l'intuition, c'est donc à vérifier. Très bien, merci. Vous parlez souvent du concept de posture qui est prise par les utilisateurs face au traitement des données professionnelles. De quoi s'agit-il? Alors là, c'était dans quel chapitre? Je ne vois pas. Olivier? Votre article? Lequel dans... Oui, avec, dans Margot Beauchamp. Oui. Ah oui, pardon. Je croyais qu'on était parti chez les professionnels en activité. Pardon. D'accord, toujours les jeunes. Ok, donc oui, c'est parce que l'idée, c'est que justement cette posture, c'est cette prise de conscience que vous êtes sur un... Alors si on reprend l'idée, c'est que finalement, quand on agit et quand on utilise, quand on agit, quand on poste des choses, quand on parle de soi sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a cette idée de sortir de l'intimité. Même si on se prend en photo chez soi. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même une conscience d'une mise en scène de soi. Et à partir de là, on va tomber dans les idées de jeu d'acteur et que vous savez que vous endossez un rôle. Quand vous êtes chez vous, j'imagine, vous avez fermé vos rideaux, vous êtes chez vous et il n'y a pas de téléphone qui traîne à côté, que vous n'avez pas d'amis avec qui peut vous filmer pendant que vous faites votre vie. Et il y a des moments où vous allez peut-être vous mettre en scène dans votre chambre en disant « Ouais, trop bien, t'as vu mon nouveau vêtement, etc. » Et vous êtes tout à fait conscient. Il y a une posture, c'est comme si c'est vraiment cette idée du jeu d'acteur. Et je vous renvoie sur cette idée de vraiment de la scène et des coulisses, et sur lequel il y a ça. Et chez les jeunes, ce qu'on avait vu, donc j'en ai parlé rapidement tout de suite, mais c'est cette idée de la conscience de votre future employabilité. Parce qu'un jeune, il sait qu'un jour il travaillera, et il va avoir un travail, et il a besoin de trouver un emploi. Donc pour être employable, il faut faire attention à ce que l'on peut trouver de vous. C'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est l'open source, c'est quand on va chercher toutes les informations qui sont disponibles sur Internet, sur vous,
Et donc, il faut faire attention à ce que l'on poste, à ce que l'on dit de soi, à ce que l'on poste de soi. Donc, il y a cette conscience de l'intime qui doit être protégée, qui ne doit pas être diffusée de manière systématique, et de ce qui est intime, mais que l'on veut bien partager. Il y a vraiment plusieurs strates dans ça. Et après, il y a le public. Très bien. Donc, merci à vous deux pour ces éclaircissements et à vous particulièrement sur votre article. Nous vous proposons de passer à la dernière rubrique de cette session de présentation puisque nous arrivons à la fin de notre rencontre. Et pour donc terminer sur une note, on va dire, légère, quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner ainsi qu'à notre auditoire pour améliorer notre hygiène numérique? Olivier? Oui, Je ne sais pas. oui, non, il y a pas mal de. Alors après, effectivement, quand on va parler d'hygiène numérique, je pense qu'il y a des mesures qui sont connues, qui, par exemple, faire des mises à jour régulières des logiciels qui sont installés sur des postes de travail, utiliser des mots de passe robustes, faire une authentification à 2 facteurs que l'on voit de plus en plus, une navigation sécurisée. Donc, je pense qu'il y a tout un volet également aussi qui va concerner la sensibilisation et peut-être même la formation je dirais des consommateurs par rapport aux risques qui peuvent exister. Alors effectivement, Jean-Sébastien Vert montre effectivement que je dirais que l'internaute n'est pas aussi crédule parfois que l'on peut, je dirais, l'imaginer, qu'il n'est pas aussi manipulable que cela. Peut-être que effectivement tous ces acteurs de l'internet, tous ces acteurs du marketing ne connaissent pas aussi bien que cela le consommateur, ses besoins, ce qu'il faut lui proposer. Il y a peut-être un mythe à déconstruire et peut-être aussi, pourquoi pas, que je dirais que l'internaute se joue du système peut-être de plus en plus, parce que ces données ont une valeur pour les consommateurs moi j'ai tendance à penser que ces consommateurs sont de plus en plus conscients de la valeur de ces données, donc il y a une valeur monétaire qu'on peut lui rattacher. On a différents chiffres qui circulent sur la valeur des données personnelles, mais ne serait-ce aussi que pour une personnalisation de la navigation. Quand vous allez sur certains sites, on va vous faire des recommandations en fonction de l'ouvrage que vous avez consulté ou d'autres internautes ont regardé, ont acheté, etc., etc. Donc il y a des retours pour l'internaute et apparemment celui-ci pourrait être de plus en plus conscient de la valeur de ces données personnelles. Mais je pense qu'un apport de l'ouvrage, c'est au-delà de ces mesures, je dirais, d'hygiène numérique connues, c'est de situer le débat à un niveau plus général en sciences humaines et sociales, en disant effectivement on a une vision plus sociétale que je viens d'indiquer, en disant que le consommateur n'est peut-être pas aussi manipulable qu'on pourrait parfois le penser, et que la sécurité des données personnelles, la protection des données personnelles se situe à différents niveaux, un niveau personnel, mais aussi à un niveau sociétal. Il y a un chapitre va parler effectivement de l'Internet, de l'usage d'Internet par les États, en disant effectivement que cet usage varie selon les États, un Internet qu'on a tendance à fermer ou pas, je dirais par exemple, plus ou moins de liberté. On connaît des exemples, ou à un niveau plus organisationnel, c'est-à-dire que on peut avoir par exemple, en mettant un mot de passe scotché sous clavier, c'est pas forcément la meilleure idée. Effectivement, voilà, donc ça c'est pareil, c'est connu aussi, mais on essaie de vraiment situer le débat à différents niveaux, un niveau micro, un niveau individuel, un niveau organisationnel, un niveau étatique, un niveau international aussi. Un chapitre va porter sur, je dirais, l'hébergement de données dans d'autres pays, les conséquences que cela peut avoir, et avec différents angles de vision en marketing. Christine vient parler du chapitre de l'article, on dit dans le jargon des purs, qui a été écrit, mais aussi en informatique, en sociologie, en droit. Donc on commence par le droit effectivement parce que le RGPD a été
a été un temps fort, hein, je dirais du sujet, pas forcément récent, hein, ce qui est bien montré, aussi. Et on poursuit avec différents angles, je dirais, d'analyse. Alors je réponds partiellement en fait sur ce qu'il faut faire, au quotidien, hein, donc je pense que notre propos était plus, je dirais d'essayer d'étendre le débat, et je pense que la conclusion d'ouvrage est intéressante à ce sujet parce qu'elle va parler effectivement, hein, par exemple, est-ce qu'il faut mettre en place un label, hein, qui dit, voilà, bah, tel site web a été, je dirais, construit en tenant compte, enfin, je dirais de mesures pour limiter, la collecte de données, personnelles. Est-ce que tel site web a été conçu en quelque sorte en évitant un petit peu en ne jouant pas sur des biais cognitifs au niveau je dirais du consommateur, et cetera et cetera. Donc on a essayé plutôt d'avoir une approche un petit peu plus générale, hein, sachant que vous avez des agences, comme, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes, d'information, qui, diffuse des guides de bonnes pratiques pour les consommateurs et pour les organisations, et qui, sont très bien faits, voilà. Peut-être juste pour compléter, donc il y a forcément des gestes que vous connaissez, hein, les passwords, mettre à jour régulièrement son système d'exploitation de son téléphone, enfin des choses assez basiques, on va dire. C'est comme de temps en temps, on va mettre sa voiture au contrôle technique ou à des révisions. Bah, c'est la même idée, c'est que le matériel doit être à peu près à jour. Ça, c'est déjà l'idée. Que les passwords, essayez de ne pas utiliser toujours les mêmes, essayez d'en changer, essayez aussi de ne pas faire des trucs trop évidents. On a tous, par exemple, il y a des études qui montrent que dans beaucoup de passwords, il y a un point d'exclamation, puisqu'on nous a demandé de mettre des caractères spéciaux, donc on a tous mis le point d'exclamation sans penser qu'il pouvait y avoir autre chose. Bon, bref, il y a des petites choses comme ça à faire. Et après, peut-être que au-delà de ces éléments-là, c'est d'avoir en conscience, déjà, cette idée. Ça, c'était une présentation, c'est la CNIL, hein, qui le fait. Si c'est gratuit, tuez le produit. Ça, donc, n'oubliez jamais ça. Quand il y a des choses comme, alors il fut un temps, moi c'était Cacao Web, hein, les sites de streaming gratuits, vous pouvez voir des super films. Dites-vous qu'on est peut-être en train d'utiliser votre ordinateur comme un des mini-robots pour mener une attaque et que vous n'êtes pas conscient, mais vous mettez à disposition la puissance de calcul de votre ordinateur, que vous participez peut-être involontairement en donnant cette énergie. Donc être conscient, être un peu critique, quand c'est trop beau, c'est pas normal, c'est sûr. Tout se paye. Donc, être un peu attentif à ça. Et puis aussi, arrêter de se dire « Oh, mais je suis personne, moi. C'est pas grave, hein, je suis personne. » Non, je ne suis personne. Vous n'êtes personne. Mais parce que nous avons des traits qui nous caractérisent, nous représentons une masse, et au niveau global, ça permet d'avoir des informations sur des traits de comportement. Donc, attention à ça. Donc, ne pas vous dire systématiquement « Je dis oui à tout ». Mais peut-être vous dire tiens, cet opérateur-là, je sais pas, je suis sur Orange, bon, je l'aime bien, allez, je vais dire ok, je veux bien lui donner, je veux bien accepter tout. Si c'est Kern, enfin moi je prends des trucs académiques, si c'est Elsevier, je vais dire ok, j'accepte tout. Et puis il y a d'autres fois, je vais dire non, je refuse tout. Et puis j'ai pas le droit d'aller consulter l'article, et c'est pas grave. Finalement, c'était pas très intéressant de savoir si le perroquet qui avait été trouvé à tel endroit, enfin etc. Donc, être un petit peu dans aussi juste cette conscience d'être un peu plus, juste cette prise de conscience-là, pas se dire que vous êtes personne, et aussi savoir que dans la logique de la personnalisation, plus on sait qui vous êtes, plus on sait ce qui vous plaît, plus on vous envoie vers ce qui vous plaît, d'essayer de vous dire qu'attention, on peut vous emmener dans des espèces de boucles informationnelles. Si vous posez une question sur est-ce que c'est vrai qu'il y a une fonte des glaces, non, y a-t-il vraiment une fonte des glaces? Vous allez trouver des choses qui vous disent qu'il n'y en a pas. Et plus vous allez avancer là-dedans, et plus vous allez rentrer dans un système. Donc il y a ces logiques de boucle informationnelle. Donc soyez toujours en recherche d'esprit critique. Gardez votre esprit critique. Si vous voulez, et c'est ça qui est la force du jeune adulte, ou peut-être quand on devient adolescent et qu'on est dans l'opposition, c'est-à-dire de garder cette capacité à être un peu critique, à ne pas donner systématiquement, de ne pas chercher la simplicité. C'est vrai que c'est plus confortable de dire oui, puis on verra bien. Voilà.
soyez des humains responsables. Et c'est ce qui fera que... après, on est suivi par la législation, on est protégé, etc. Mais voilà, c'est comme c'est les gendarmes et le voleur. Hein, on protège, le voleur va plus loin, enfin, etc. Il y a cette espèce, mais c'est comme ça. Mais soyez des humains responsables, soyez des humains conscients qu'on peut essayer de vous emmener là où vous n'avez pas forcément envie d'aller et que vous êtes... il s'agit d'être fier de soi en termes de capacité humaine, parce que c'est ce qui fait notre force. Et à l'inverse de ce que quelquefois les informaticiens disent, c'est-à-dire qu'entre le clavier et la chaise, c'est là qu'est le problème, c'est-à-dire l'humain, d'essayer de vous dire que non, vous êtes sans doute une partie de la solution. Merci beaucoup. Merci.